Bonjour, c'est Cryptoïd, j'espère que vous allez bien avec cette journée que nous avons eue en vert majoritairement. Merci S&P 500, merci Nasdaq, merci chiffre de l'inflation. Ça va être un peu le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Après les news, on va passer en revue justement les chiffres de l'inflation, voir l'impact que ça va avoir sur la semaine prochaine et pourquoi ce sont des chiffres qui sont positifs. Et ça va être quelque chose qui est très important derrière pour le BTC sur ce mois de septembre. Et on reviendra sur la vision que j'ai de Bitcoin sur septembre, octobre, novembre. Encore une fois, une vision qui est toujours la même, toujours très particulière. En tout cas, qui dénote un petit peu de ce que l'on peut voir ou surtout de la sensation que l'on peut recevoir, ressentir en ce moment. Vous inquiétez pas, on va passer en revue tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur et investisseur crypto. Et on va commencer par une phrase qui est celle du livre de Xavier Niel, une sacrée envie de foutre le bordel. C'est un peu la représentation qu'on a au niveau du marché, au niveau de l'intention, de ce que l'on pourrait voir au niveau de l'inflation, au niveau de Jérôme Powell, au niveau de l'économie mondiale, au niveau du Nasdaq, au niveau du S&P 500, au niveau des cryptos en général. C'est un peu le ressenti que l'ensemble des personnes ont en ce moment, c'est que c'est gravement le bordel. À côté, nous avons notre ami Tether, qui est toujours là, bien présent, imprimant de l'argent à tout va, 6,2 milliards de dollars de profit l'année dernière. Juste pour vous donner une information, il surpasse BlackRock. Oui, BlackRock. BlackRock qui génère 5,5 milliards de dollars, qui gère plus de 10 000 milliards de dollars. On a quand même deux poids de mesure, et à savoir que Tether, ils sont toujours très peu nombreux dans la société, et donc les revenus par salarié est juste extraordinaire, et ça représente bien la force de la puissance d'un stablecoin, et c'est une des raisons pour lesquelles certainement la réglementation devient de plus en plus forte autour des stablecoins, parce que c'est un business excessivement rentable. Et oui, en même temps, la création monétaire, parce que globalement, c'est un peu ça, Tether. Tether, c'est l'USDT, c'est le stablecoin, c'est le fait de créer une monnaie virtuelle à partir d'une monnaie réelle, c'est de la création monétaire, et c'est quelque chose qui a toujours été excessivement rentable. Encore une fois, je rappelle que c'est plus rentable que BlackRock. BlackRock, gestionnaire de fonds, le plus gros gestionnaire de fonds au monde. Voilà, c'est juste pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, et bien comprendre aussi l'impact et le poids de la crypto-monnaie sur l'ensemble de l'économie, dans lequel, oui, c'est excessivement profitable. À côté, nous avons Frentech. Frentech, je vous en ai parlé suite à la fermeture de l'écosystème, de ce qu'ils ont monté. Ils ont arrêté Smart Contract. Frentech, c'était quelque chose qui avait une hype énorme au moment où ça a été lancé, puis c'est tombé comme un gros soufflet, ça n'a pas fonctionné. En tout cas, ça dépend pour qui, parce que certains ont perdu beaucoup d'argent, mais en tout cas, les devs et l'équipe ont vendu pour 52 millions de dollars en 6 mois. Hein. Pour rappel, ils pensaient pas faire plus de 50 000 dollars sur ce projet-là. Ils sont sortis avec 52 millions de dollars en 6 mois. Et du coup, il y a des allégations de rug pull parce que les personnes, à partir du moment où ça ne marche pas, ils ont fermé tout simplement le projet. Ils ont essayé de relancer un peu la hype et ils ont tout simplement fermé. Quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce qu'on peut considérer que c'est une forme de rug pull? Est-ce qu'on doit à un moment donné arrêter? À quel moment? De quelle façon on le fait? Et est-ce que le fait de vendre pendant 6 mois non-stop, se poser des questions sur la pression baissière et arrêter parce qu'il n'y a plus de hype, est-ce que vous pensez ça normal? Et est-ce que pour vous, l'équipe a déconné? Personnellement, je vous avoue que oui, ce n'est pas justement une équipe qui est censée avoir récupéré 52 millions de dollars, qui doit s'arrêter là, et à un moment donné, il y a un devoir d'assurer une continuité de service, ou en tout cas de faire évoluer les choses de façon à pouvoir recréer un écosystème de la valeur. Il y avait un vrai projet derrière. Oui, la hype n'y était pas, mais à un moment donné, c'est pas aussi un projet qui a pour vocation d'imprimer des millions de dollars, mais déjà, il faudra juste avoir de la valeur, et ça, c'est très important de le rappeler. Souvent, en crypto, c'est souvent oublié. D'ailleurs, en parlant de souvent oublié, nous avons Asie, l'Alliance, donc c'est-à-dire, ici, c'est, pour rappel, pour ceux qui ne savaient pas, c'est la fusion de fait Agix et Océan, qui ont créé Asie, qui est un protocole, en tout cas un nouveau token qui regroupe les 3 tokens, pour pouvoir donner la possibilité d'avoir une alliance pour la création d'une IA décentralisée, quelque chose qui a été annoncé mai-juin 2024, qui s'est effectué courant juillet. Bon, clairement, au niveau des cours, ça ne s'est pas passé comme prévu, parce que aussi, à côté, malheureusement, il n'y a pas de roadmap vraiment correct, pas vraiment de visibilité de ce côté-là, à part quelques vagues allégations qu'on retrouve à droite à gauche, il n'y a rien de concret, à part, ici, un community vote qui a été lancé, et une demande particulière de rajouter un nouveau projet dans ce groupe de 3 projets, d'avoir un 4e qui s'appelle Kudos, et ce projet-là a pour vocation d'apporter des GPU, donc c'est-à-dire de la puissance
de calcul décentralisé qui est nécessaire au développement de l'intelligence artificielle. C'est cohérent comme rapprochement, en tout cas dans l'idée générale, mais encore une fois, la véritable question qu'on se pose, c'est quelle est la finalité? Enfin, la finalité, ils l'ont, c'est l'idée générale d'avoir une IA décentralisée, mais quelles sont les étapes pour y arriver? Quels sont les moyens qu'ils mettent à disposition pour y arriver? Ça, malheureusement, on n'a toujours pas de visibilité, et encore une fois, j'ai tendance à penser qu'il faut faire attention à la spéculation qui se trouve autour de ce token-là, et de l'ensemble de ce projet-là. Encore une fois, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, et j'attends toujours d'avoir des preuves qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, et quelque chose qui est suffisamment fort pour avoir un véritable projet qui se développe. Tant que c'est pas le cas, je resterai toujours très très loin de ces typologies de projets. Ensuite, nous avons toujours dans l'intelligence artificielle OpenAI qui va lancer Strawberry, qui est le ChatGPT qui a derrière un raisonnement, un ChatGPT qui réfléchit, qui évolue dans sa réflexion et qui est capable de passer d'étape en étape. C'est quelque chose qui est très important et ça me rappelle les agents autonomes qui étaient mis à disposition au niveau de ChatGPT et AutoGPT, ça s'appelait, si j'ai pas de bêtises, qui avait été développé par un mec tout seul, qui permettait d'avoir un GPT qui parle à un autre GPT pour pouvoir créer en fait quelque chose qui va aller avancer dans les différentes étapes et qui va incrémenter une réflexion dans une discussion de deux GPT. C'était très bien fait, ça marchait plutôt bien, et là, encore une fois, on intègre directement dans OpenAI, dans les produits avec ChatGPT qui va évoluer. Encore une fois, je rappelle que si vous cherchez des sociétés qui sont dans l'intelligence artificielle, ne prenez pas des sociétés qui essaient de rentrer en compétition avec ChatGPT ou de créer des choses complémentaires à ChatGPT. Non, ça ne sert à rien, ça va être absorbé très vite par ChatGPT. Par contre, allez chercher des sociétés qui gagnent en productivité grâce à ChatGPT, cherchez des sociétés qui, justement, utilisent la puissance de l'intelligence artificielle pour créer ou améliorer des produits existants, et on en a quelques-uns. Dans la blockchain, encore une fois, faut-il bien les trouver. Dans les autres nouvelles, nous avons des nouvelles sur la DEX War, c'est-à-dire les échanges décentralisés, une guerre qui est en train d'arriver sur le volume et la dominance générale. Historiquement, ça a toujours été Uniswap, la licorne, celle qui offre la liquidité à l'ensemble du marché crypto. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, pour faire un échange, il faut avoir un acheteur et un vendeur. Ça, c'est magnifique, c'est la base. Mais que se passe-t-il si au moment où je veux acheter, il n'y a pas de vendeur, et au moment où je veux vendre, il n'y a pas d'acheteur? À ce moment-là, il y a des pools de liquidités qui sont mises à disposition, qui sont gérés de façon autonome, et ces pools de liquidités permettent de faire des échanges. Et c'est les échanges décentralisés, c'est la puissance de la finance décentralisée, c'est d'offrir ces pools de liquidités. Uniswap est un des gros fournisseurs, pour ne pas dire le plus gros fournisseur, des pools de liquidités, avec plus de 36%, justement, des transactions qui étaient effectuées, parce qu'ils mettent à disposition ces pools de liquidités à d'autres acteurs, d'autres sociétés, d'autres protocoles pour être utilisés. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu une diminution de plus de 50 à 36%. En octobre 2023, on était à 50%. Maintenant, on est à 36%. Il y a bien une diminution du volume avec une cannibalisation d'autres protocoles, d'autres DEX, qui se trouvent aussi sur d'autres blockchains, comme par exemple les DEX qui sont sur Solana. Je parlerai de Jupiter, je parlerai de Raydium, qui ont un impact très fort de ce côté-là, et peut-être il y a une réflexion à avoir. Est-ce que le volume général des transactions est en train de shifter d'Ethereum vers potentiellement Solana? Et à ce moment-là, la réflexion d'avoir un Solana qui partirait sur un cycle d'Ethereum, donc sous-entendu un Solana qui nous ferait une explosion à la hausse comme on a vécu le cycle précédent avec Ethereum, est-ce que ce serait cohérent ou pas? En tout cas, la liquidité se dirige à cet endroit-là et amène cette réflexion qui, pour moi, est vraiment très très importante. Avant d'attaquer la macroéconomie, je vous rappelle que vous avez en description et en commentaire la possibilité d'avoir accès à la méthode Rift et l'explication de toutes les étapes, 1, 2, 3, 4, qui vous permettent de pouvoir avoir une méthode d'investissement qui est tout à fait structurée et qui correspond à votre profil d'investisseur par rapport à ce qui est en train de se passer, parce que oui, nous avons des étapes, oui, nous avons une peur généralisée sur le marché, et c'est justement des moments qui sont propices dans la réflexion, dans la mise en place d'une structuration. Si jamais on a un portefeuille qui ne correspond pas à qui on est, si jamais on a un portefeuille qui n'est pas en adéquation avec ses objectifs, c'est le moment de pouvoir y réfléchir. Surtout que on nous offre des opportunités avec l'état général du marché. On va revenir dessus dans quelques instants quand on va parler de crypto, quand on va parler de BTC. Mais avant, je pense qu'il est important de parler des nouvelles qui sont tombées. 2,5 au niveau des chiffres de l'inflation d'août. 2,5 c'est plutôt positif. Ce qui n'est pas positif, c'est ici le corps à 0,3. Alors qu'on avait un prévisionnel à 0,2, mais ça reste quand même positif, parce que quand on rentre vraiment dans le détail,
on se rend compte que l'augmentation est assez peu forte et que par contre la diminution vient principalement de, ici, on retrouve forcément l'énergie, parce que oui, on a une baisse énergétique très forte. Au cas où vous l'ayez loupé, vraiment, c'est très très important. Quand on regarde ici le pétrole, on voit bien que la différence à un an, ici on était dans les alentours là en septembre 2023, avec un pétrole dans les alentours de 95, on se retrouve avec un pétrole dans les 67 $, donc ça fait moins 30% forcément. Ça joue énormément sur le chiffre de l'inflation, et si on regarde Trueflation, qui est censé être la représentation réelle du taux d'inflation, on est dans les alentours des 1%. Du coup, on se pose vraiment la question de où on en est au niveau de l'inflation des US et comment ça va impacter la décision de Jérôme Powell de mercredi prochain, du 18 septembre, date à noter vraiment dans vos calendriers. De toute façon, dans tous les cas, on se retrouvera dans la quotidienne pour en discuter. Mais oui, ça joue énormément. Pourquoi? Je rappellerai qu'il y a deux indicateurs qui sont regardés par Jérôme Powell. Un, l'inflation. Est-ce que l'inflation se dirige vers 2%? Et deux, ça va être, est-ce que les emplois sont en risque? Est-ce que derrière, il y a un besoin statutaire de sauver l'emploi américain? Si c'est le cas, à ce moment, on doit agir. Mais si on est en train de se diriger vers les 2%, que les emplois sont à peu près fixes et n'explosent pas à la hausse, en tout cas que le taux de chômage n'explose pas à la hausse, à ce moment-là, il n'y a pas de raison réelle autre que juste dire qu'on a accompli la mission de baisser les taux, et c'est un petit peu ce vers quoi on est en train de se dessiner, se profiler, parce que clairement l'inflation est en train de diminuer, on va certainement se diriger vers les 2%, qui est la target de la Fed, et qui est exactement ici la zone dans laquelle on était en 2017-2020, qui était la zone la plus regardée, la plus importante, qui était avant la crise inflationniste qu'on a connue ici, et donc en effet, Jérôme Powell pourrait même se congratuler sur le 18 septembre et dans lequel on commence à avoir une réaction plutôt positive des marchés S&P 500, dans lequel on va chercher ici les 5550, on va retester le 618 ici du retracement que l'on a eu, du mouvement baissier que l'on a eu, donc encore une fois on est dans une zone qui est plutôt classique. Nasdaq, pareil, on refait une réaccélération haussière, et ce qui est intéressant c'est que les valeurs US réagissent plutôt bien. Bon, c'est pas forcément le cas au niveau du BTC, en tout cas, pas autant. Si on regarde ce qui est en train de se passer un petit peu court terme, on voit qu'on a eu une baisse très très forte, puis une réaccélération, mais c'est exactement ce qu'on a vécu sur S&P 500. S&P 500 chute drastique au moment, en amont de l'annonce et au moment de l'annonce, énormément de volatilité, parce qu'on sait qu'on attend le 18 septembre et que ça va jouer énormément, et derrière on a eu le BTC, pareil, qui a eu une accélération, sauf que malheureusement, on n'a pas cassé les hauts. Malheureusement, c'est pas aussi sexy que ce que l'on a vécu sur les S&P 500. Ici, on voit bien on n'a pas cassé ces tops-là, on a juste renforcé la liquidité, encore une fois. Donc on note bien ici une zone de résistance qui est plutôt logique, hein. On avait ici support, support, support. Il est normal d'avoir ici résistance, résistance, encore une fois. C'est une zone qui est vraiment très très importante. Pareil, on le voit ici. Donc à un moment donné, on voit que cette zone tient bon, on ne va pas chercher les liquidités supérieures, on ne va pas chercher les zones que l'on doit avoir pour pouvoir consolider. Je rappelle que tant qu'on n'a pas consolidé au-dessus de la zone des 58, rien ne change dans l'analyse, et on reste toujours malheureusement dans une tendance court terme baissière pour aller retester à minima ici potentiellement les 55, je vais les noter, voire aller chercher plus bas ici les 52,5, voire plus bas, encore une fois, aller retester les 50 000 à 49 000 qui sont les zones très importante. On va juste noter la petite zone que l'on retrouve ici, qui pour moi est et reste toujours très intéressante, qu'on va noter ici, hop, en buy zone, parce que ça reste quelque chose qui est relativement intéressant à surveiller. Si jamais on a une réaction haussière, ce sera plutôt bénéfique pour une raison aussi toute bête. Si on regarde ici le retracement de Fibonacci, on voit qu'on est dans la zone entre 0,5 et 618, on a un order block qui se trouve là, on a quand même pas mal de mouvements qui se trouvent ici, avec ici une résistance qui a servi de support par la suite pour l'accélération. Ça paraîtrait logique d'aller retester, d'avoir une très belle réaction de ce côté-là. Hop, on va laisser ça, on va retirer ça, et on reviendra de toute façon dans l'évolution du cours. Encore une fois, on est patient. Et oui, patient, parce que si on dézoome un maximum, parce que c'est là où c'est le plus important, nous sommes dans cette phase de ranging, le halving a eu lieu ici en avril 2024, nous sommes dans une phase de consolidation après halving, et c'est, encore une fois, logique. Je reste dans cette démarche-là, je reste dans cette idée-là, que nous sommes en attente d'accélération, que nous sommes dans une zone qui est compliquée, les gens ont peur, les bears sont toujours là, encore une fois on est soit à fond boule ou soit bear, et majoritairement on voit une diminution de l'intérêt, on voit majoritairement des personnes qui sont agressives dans les commentaires quand on dit qu'on est boule, ou quand on dit qu'on est bear.
les personnes sont à fleur de peau parce que c'est compliqué à gérer émotionnellement et c'est normal. Encore une fois, je vous le répète, pour moi nous sommes dans la tranche qui est habituelle au niveau du début du BR, du bull run. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que ça va être à la fin du mois de septembre? Est-ce que ça va être en octobre? Ça reste à décider. Encore une fois, on est tranquille, c'est la zone qui va être intéressante. Est-ce que l'on va aller chercher, c'est potentiellement des opportunités de rechargement dans cette zone-là, et surtout aller chercher des momentum dans lesquels on va avoir des break-off structures qui vont être suffisamment forts dans cette zone pour pouvoir repartir à la hausse, avec derrière un momentum qui va se structurer à la hausse. On sait qu'octobre, novembre sont les périodes propices. On sait qu'on arrive dans le délai après le halving où c'est propice. On sait qu'on rentre dans le cycle de 4 ans qui est propice. On sait qu'on est en train de se diriger dans une zone d'apathie le plus bas possible, dans lequel les gens sont en train de s'ennuyer, sont de retour en bear, commencent à avoir vraiment peur, commencent à avoir le bouton buy qui est compliqué et à se poser énormément de questions. Donc, je vous le rappelle, encore une fois, pour moi, ce sont des zones propices à partir du moment où on a un mental qui est solide, où on a la capacité de pouvoir être patient et qu'on a déjà vécu ça, encore une fois. Systématiquement, on considère que c'est différent en voyant les différences, sauf que on oublie que les ressemblances sont toujours bien là et qu'on se retrouve toujours dans les mêmes situations. Donc, encore une fois, on applique simplement les mêmes règles, on valide juste qu'en effet, il y a des risques, on prend en compte ces risques-là, on prend en compte les scénarios qui ne sont pas en confirmation du nôtre, ce sont des risques que l'on gère, mais encore une fois, on est patient et on attend. Quelque chose qui est aussi bien visible, ici on voit bien la consolidation qu'on est en train d'avoir au niveau des top traders, toujours bien présent sur CoinAlyse, et au niveau de cet indicateur, on voit bien que les positions sont redevenues et se consolident en tant que neutres, et qu'on retourne bien sur un funding rate négatif. Encore une fois, on commence à avoir ces signaux qui sont très forts, avec une volonté réelle baissière qui est en train de se structurer, et c'est quelque chose que l'on veut in fine. On veut qu'on soit relativement bearish et que, majoritairement, le cours ne le soit pas réellement. Encore une fois, on attend le 18 septembre qui va être un moment qui va être très important. Pivot de la Fed qui est en train de plein d'idées, plein de biais sur ce qui va se passer durant le pivot et après le pivot. Oui, généralement, quand on fait un pivot de la Fed, on rentre en récession. Mais le pivot de la Fed, quand c'est comme ça, est effectué parce que, justement, on est déjà en récession et la récession est décalée, et en tout cas déclarée après. Une généralité, je vous ferai certainement une vidéo samedi dessus, vous allez voir que c'est vraiment magistral. Encore une fois, prenez un maximum de recul, surtout faites attention à votre gestion du risque, si vous ne savez pas comment faire, je vous rappelle que vous avez la méthode en commentaire en description si ça vous intéresse, et j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous, et on se retrouve très vite.